À la une de l'actualité ce 6 novembre 2020, le président John Magufuli a prêté serment pour un second mandat à la tête de la Tanzanie après sa victoire écrasante à l'élection présidentielle du 28 octobre dernier. Présidentielle du 22 novembre prochain au Burkina Faso, le président Roch Marc Christian Kaboré, candidat à un second mandat, a lancé ce jeudi sa campagne à Bobo Dioulasso. Et puis les autorités ivoiriennes ont traité par le mépris ce jeudi l'appel à l'insurrection de l'ancien chef rebelle et ex-premier ministre Guillaume Soro. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. Au Cameroun, les enseignants de l'école presbytérienne enlevée à Kombo ont été libérés ce jeudi à la mi-journée, selon le cabinet du gouverneur de la région du Nord-Ouest anglophone. Une libération qui intervient alors que l'enterrement des enfants assassinés dans leur école de Kumba, le 14 octobre dernier, avait lieu dans la matinée dans le sud-ouest anglophone. Les 11 enseignants de l'école presbytérienne de Kombo étaient détenus depuis le 3 novembre dernier, date à laquelle ils avaient été enlevés pendant les heures de classe. Selon le président de la Presbyterian Church, le révérend Samuel Fonki, les ravisseurs étaient des séparatistes qui ont relâché les professeurs sous la pression de la société civile et religieuse sans aucune contrepartie financière. Toujours selon lui, les professeurs sont en bon état de santé, ils n'ont été ni battus ni malmenés. Mais alors que les professeurs sont libérés, le cardinal Christian Toumi a à son tour été enlevé. L'information a été confirmée par le préfet du département. Le roi de Kombo, le Fon of Nso, autorité morale traditionnelle, a été également enlevé. En Tanzanie, le président John Magufuli a prêté serment pour un second mandat après sa victoire écrasante à l'élection présidentielle du 28 octobre dernier que l'opposition a qualifiée de parodie de scrutin. La cérémonie d'investiture de John Magufuli au stade national Jamhuri à Dodoma, la capitale. John Magufuli, surnommé le bulldozer, a prêté serment jeudi devant des milliers de militants et des homologues ougandais Yoweri Museveni, zimbabwéen Emmerson Mnangagwa et le comorien Azali Assoumani. Le vice-président du Botswana, des ministres et des diplomates étrangers masqués pour la plupart, bien que la Tanzanie se soit déclarée libérée du Covid en juillet, assistaient également à la cérémonie. Défilés militaires, coups de canon, chanteurs populaires ont marqué l'investiture. Magufuli a été proclamé victorieux du scrutin présidentiel avec 84% des voix, soit le score le plus élevé depuis les premières élections multipartites en 1995. Son principal adversaire parmi les 14 candidats de l'opposition, Tundu Lissu, du parti Chadema, est arrivé deuxième avec 13% des voix. Le parti de Magufuli, le CCM, au pouvoir depuis l'indépendance, a également remporté une victoire écrasante lors des législatives couplées à la présidentielle, raflant la quasi-totalité des 264 sièges en jeu, en l'emportant même dans des circonscriptions historiquement acquises à l'opposition. L'élection est enfin terminée. Ce qui est important maintenant, c'est que les gens commencent à se concentrer sur la construction de l'économie de notre pays. Je tiens à vous rassurer, chers compatriotes, que les deux serments que mon vice-président et moi avons prêtés pour respecter la constitution de notre pays, nous veillerons à la respecter et à la protéger coûte que coûte. L'opposition a dénoncé avant même la publication des résultats une parodie d'élections et des fraudes massives. Plusieurs de ses dirigeants, dont Tundu Lissu, ont été arrêtés puis relâchés en début de semaine après avoir appelé à des manifestations qui n'ont finalement pas eu lieu. Et pendant que le président tanzanien John Magufuli prête serment au Burkina Faso, le président Roch Marc Christian Kaboré, candidat à un second mandat, a lancé ce jeudi sa campagne à Bobo Dioulasso, deuxième ville du pays. À cette occasion, il a promis la paix dans ce pays miné par les attaques djihadistes depuis 5 ans. Initialement prévu le 31 octobre,
jour d'ouverture de la campagne pour le scrutin présidentiel du 22 novembre prochain, couplé aux législatives, le meeting d'ouverture du mouvement du peuple pour le Congrès MPP au pouvoir s'est finalement tenu à Bobo Dioulasso. Il avait été reporté en raison du décès du père du président Kaboré, survenu le 27 octobre. 12 autres candidats sont en lice pour le scrutin. Nous nous sommes battus contre l'adversité, attaques terroristes et importants remous sociaux, a lancé le président Kaboré aux 25 000 militants rassemblés au stade Sangoulé-Lamizana, paré aux couleurs orange du MPP. Nous ne plierons pas les chines, nous mènerons le combat jusqu'à ce qu'on ait la paix et la victoire pour notre peuple, a-t-il promis, revendiquant des résultats malgré les difficultés. Je viens solliciter 5 nouvelles années afin qu'ensemble, nous travaillions pour la sécurité, la stabilité, la paix, la résilience du peuple burkinabé, a déclaré le chef de l'État aux militants. Roch-Marc Christian Kaboré a également déroulé un programme axé sur 10 points, dont la sécurisation du territoire national. En septembre, les députés ont adopté une loi permettant de valider les résultats de l'élection, même si elle ne se déroule pas sur l'ensemble du territoire. Samedi, le Conseil constitutionnel a constaté l'existence d'une force majeure, la non-couverture de 17,70% du territoire national par le scrutin, en raison de la présence des groupes terroristes dans les localités, l'absence de l'administration dans les zones affectées, l'abandon par les populations de leurs sites d'habitation pour d'autres localités. L'appel à l'insurrection contre le régime du président ivoirien Alassane Ouattara, lancé de l'étranger par l'ancien chef rebelle et ex-premier ministre Guillaume Soro, n'aura aucun impact. C'est ce qu'a estimé ce mardi un responsable du parti au pouvoir. Ancien allié du président Alassane Ouattara, devenu son adversaire, l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro a lancé ce mercredi sur les réseaux sociaux un appel à l'insurrection de l'armée, de l'administration et de la population. Par cet appel, il leur a demandé de rallier le Conseil national de transition, proclamé par l'opposition qui ne reconnaît pas la réélection du chef de l'État. Mais selon un responsable du parti au pouvoir, cet appel n'aura aucun impact. Ça ne va avoir aucun impact. C'est un non-événement, a déclaré Adama Bictogo, directeur exécutif du Rassemblement des Oufouitistes pour la démocratie et la paix, le RHTP. Nous avons désormais une armée républicaine. Tous ces hommes de Guillaume Soro ne se reconnaissent plus en lui. Il n'a plus aucune autorité sur aucune force, a expliqué Adama Bictogo. Guillaume Soro vient définitivement de se mettre hors jeu. Il sort des normes institutionnelles pour reprendre son manteau de chef rebelle qui lui convient le mieux, a estimé le directeur exécutif du RHTP. À Abidjan, où l'activité a repris timidement, la situation politique restait inchangée avec les leaders de l'opposition, dont l'ancien président Henri Konan Bédié toujours bloqué à leur domicile par les forces de l'ordre. 9 membres du parti de l'opposant camerounais Maurice Kamto arrêtés le 22 septembre alors que leur parti, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun et plusieurs autres projetaient une manifestation contre le régime de Paul Biya ont été placés en détention à Yaoundé dans la nuit de mardi à mercredi. Les précisions. Ils ont été inculpés de tentatives de révolution, rébellion, attroupement aggravé pour avoir appelé à participer à des manifestations interdites et feront 6 mois de prison. Le 22 septembre, la police avait très violemment dispersé des centaines de manifestants, notamment à Douala, la capitale économique. Plus de 500 manifestants avaient été arrêtés dans plusieurs villes du pays. Parmi les militants inculpés figure le porte-parole de Maurice Kamto, Olivier Bibou Nissak et le trésorier du MRC, Alain Foguet. Depuis le 22 septembre, Maurice Kamto, arrivé officiellement second à la présidentielle d'octobre 2018, s'estime séquestré à domicile sans procédure judiciaire. L'examen d'une plainte déposée par Kamto pour demander sa libération a été renvoyé au 12 novembre. Les experts des droits de l'homme des Nations Unies avaient demandé le 13 octobre au Cameroun de libérer le principal dirigeant d'opposition.
Pour finir cette édition, le Malawi va ouvrir en 2021 une ambassade à Jérusalem, devenant le premier pays africain à établir une mission diplomatique dans la ville sainte en plus de 4 décennies. C'est une annonce faite par les ministres des Affaires étrangères israéliens et malawites à Jérusalem. Le Malawi, premier pays africain à ouvrir une ambassade à Jérusalem depuis des décennies. Dans le passé, la Côte d'Ivoire, le Zaïre et le Kenya ont eu leur ambassade à Jérusalem. Après la guerre d'octobre 1973 entre Israël et une coalition de pays arabes, ces pays africains avaient fermé les portes de leur ambassade à Jérusalem. Aujourd'hui, de nombreux pays africains ont leur ambassade à Tel Aviv, la métropole israélienne, mais aucun n'a d'ambassade à Jérusalem, ville disputée entre Palestiniens et Israéliens. Pour nous, Israël reste un réel partenaire et nous souhaitons maintenir ce lien solide entre le Malawi et Israël, d'où ma visite et la décision de mon président Lazarus Chakwera d'établir une mission diplomatique ici. Le Malawi est l'un des seuls pays d'Afrique dont les liens avec Israël sont continus depuis 1964, mais n'a pas d'ambassade en Israël, a précisé le ministère des Affaires étrangères israélien. Nous venons d'établir ou d'améliorer nos relations avec le Soudan et le Tchad. Cela s'ajoutera à nos efforts en Afrique qui sont importants et nous espérons renforcer les liens entre Israël et le Malawi dans les domaines de l'agriculture, de la santé, de la cybersécurité, tous domaines qui, je pense, se prêtent à une telle coopération. Les États-Unis avaient transféré en 2018 leur ambassade en Israël de la métropole Tel Aviv à Jérusalem, ce qui avait ulcéré les Palestiniens, le statut de la ville sainte étant l'une des questions les plus épineuses en vue d'un règlement du conflit israélo-palestinien. Fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.